C'est à Berthelot, dans le secteur commandé par le colonel Bijard, que le général de Gaulle a commencé son voyage de 4 jours en Algérie. À Saïda, le président de la République a passé les troupes en revue, parmi lesquelles le commando Georges, composé uniquement de musulmans et en grande partie de félagars alliés. De secteur en secteur, le général de Gaulle était 2 jours plus tard à Tébessa, à l'autre extrémité de l'Algérie. En effet, ce voyage, le chef de l'État avait voulu le consacrer dans les zones opérationnelles aux soldats et aux populations regroupées. Ensuite, non loin de la frontière tunisienne, il devait survoler la célèbre ligne électrifiée. Pacification, autodétermination, telles semblent devoir être, à la fin de ce voyage, les lignes directrices de la politique algérienne. Ces images, c'est Saïda, une petite sous-préfecture d'un département d'Oranie. Une petite sous-préfecture qui bientôt va devenir une préfecture. Et Saïda, cela a été la 3e étape du voyage que vient de commencer en Algérie le général de Gaulle. D'ailleurs, le général de Gaulle, que voici, il arrive. Donc c'est la 3e étape de ce voyage que commence le général de Gaulle en Algérie. Après s'être posé à Thierville, il a rendu visite à Berthelot, un lieu où existe un centre de regroupement particulièrement moderne, particulièrement bien monté, et le voici à son arrivée ce matin à Saïda. Il est 11h45, le général de Gaulle a un peu de retard, et la foule s'était massée très nombreuse, elle attendait, vous le voyez, il est entouré du lieutenant-colonel de Bonneval, je ne cite pas les personnalités par ordre de préséance, mais par ordre de vision, donc le lieutenant-colonel de Bonneval qui essaye d'ouvrir un chemin au général de Gaulle. Vous voyez le colonel Godard, responsable de la sûreté en Algérie. Tout à l'heure, vous pourrez voir sans doute M. Paul Delouvrier, délégué général du gouvernement en Algérie, le général Chal, commandant en chef, et le général Gambiez, qui est responsable militaire de toute l'Oranie, du groupe département de l'Oranie. Voici bien une petite fille qui s'approche. Elle n'a pas peur, elle ne pense pas au protocole, elle pense simplement à dire bonjour au chef de l'État et cela est charmant. Voici maintenant le général qui a pris place sur la tribune, qui est formée en demi-cercle, qui est bordée en demi-cercle par une dizaine de garçons des commandos qui portent des oriflammes portant comment pourrais-je me dire, les mots d'ordre de ces commandos. Et le défilé commence. Il y a 3 commandos qui sont particulièrement connus. Le commando Georges, qui est uniquement composé de ralliés, de félagars ralliés, et le commando Cobra et le commando Maurice. Le général de Gaulle est immobile dans un strict garde à vous. Il salue ces garçons qui marchent d'un pas souple en chantant des chansons de guerre, en chantant des chansons de marche, mais de ces chansons où malgré tout l'on peut retrouver une trace de jeunesse, de fraîcheur, des chansons qui disent simplement aux femmes qui les attendent, à leur mère, à leurs fiancées, à leurs épouses, ne t'en fais pas, nous reviendrons, la guerre un jour se terminera. Armement moderne, casquette à la Bijard bien sûr, puisque le colonel Bijard est le responsable du secteur, le patron du secteur, tenue de combat, et la foule applaudit, la foule apprécie beaucoup ce défilé. Les anciens combattants, groupés autour de leur drapeau, autour de leur fanion, le colonel Bijard, qui serre la main d'un officier. Le colonel Bijard, rappelons-le, porte la cravate de l'ordre de la Libération. Le général de Gaulle inlassablement serre les mains, il pose à chacun les mêmes questions, comment ça va, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous avez quelque chose à me dire. Les enfants, bien sûr, sont ses préférés. Les journalistes et les photographes s'affairent. Il fait frais, le ciel est légèrement gris, et c'est dans un enthousiasme absolument extraordinaire que se déroule cette visite à Saïda. Voici maintenant la mairie, une mairie de briques roses, avec un toit de tuiles grises. C'est bien dommage que la télévision ne soit pas en couleur. Le général de Gaulle pénètre maintenant dans l'hôtel de ville. Il passe entre une double haie de gardes républicains en grand uniforme. Et le voici qui pénètre avec sa suite sous les voûtes. Bientôt il va apparaître au balcon de l'hôtel de ville et la population est là.
Que dit le général de Gaulle? Eh bien, il dit simplement ceci, il dit « Je veux vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé, cet accueil, cette confiance, surtout vous le manifestez au moment où de graves problèmes se posent, mais j'ai confiance en vous, et merci, vive Saïda, vive l'Algérie, et vive la France ». Puis le général de Gaulle et sa suite se sont rendus dans le camp du commando Georges. Pourquoi ce commando Georges? Eh bien parce que, je vous le disais tout à l'heure, ce commando est uniquement composé de félagards alliés, et c'est ce commando qui est la pointe, le fer de lance de l'action contre le FLN qui est menée dans ce département sous l'impulsion du colonel Bijard. Pensez, quelques chiffres vous expliqueront peut-être mieux l'effort de ces garçons. Pensez qu'en 6 mois, plus de 400 rebelles mis hors de combat, un nombre incalculable d'armes de guerre récupérées, dont 6 mitrailleuses. Ces félagards alliés, ces félagards qui ont accepté la paix des braves et qui ont compris où était le droit chemin, ces félagards sont bien sûr, ces anciens félagards sont bien sûr une arme absolument bien rodée et absolument terrible, car tous connaissent les méthodes, le terrain et la façon de contacter les bandes rebelles. Le général de Gaulle décore maintenant quatre garçons du commando Georges. Regardez ces visages empreints de fierté. C'est le lieutenant-colonel de Bonneval qui, derrière le général de Gaulle, lui tend les insignes et lui précise le nom et les qualités des récipiendaires. Le général de Gaulle passe maintenant au troisième garçon qui est un sergent, vous le voyez. L'épingle sur la vareuse, sur la tenue de combat, une décoration. Et maintenant, c'est l'heure, sans doute, c'est l'heure de la prise de contact amical plus détendue avec les officiers et les sous-officiers du commando Georges. Voici sous détente. Sous détente, le général de Gaulle, nous reconnaissons aussi le colonel Bijard, et plusieurs tenues camouflées. C'est l'heure du thé, je vous le disais bien, c'est l'heure de la détente. Des jeunes filles des environs sont là, qui tendent au général de Gaulle, à monsieur de Louvrier, que l'on reconnaît, quelques boissons. Dieu qui connaît nos cœurs sera fier de nous, car nous avons su mériter la paix des braves. Cela, eh bien, c'est la devise des garçons du commando Georges. Le général de Gaulle remonte dans sa voiture, une DS décapotable, nous reconnaissons monsieur Guillaumat, un drapeau qui flotte au vent. Le commando Georges, peut-être le symbole de cette action menée contre la rébellion. Ces antennes sont celles du PC Artois, capitale de l'opération Jumelle. Elles se dressent sur l'un des plus hauts sommets de Kabylie, à 1700 mètres au-dessus de la vallée de la Soumam. Rien ne manque, ni les avions, ni les hélicoptères, ni les camions, ni les blindés. Rien ne manque, sauf les routes qu'il faut creuser au fur et à mesure. Les camions ne manquent pas pour transporter les hommes, et ce sont les hommes qui souvent doivent les pousser. Finalement, c'est sur les hommes seuls que pèse cette guerre, car 30 000 félagas ont imposé leur guerre primitive à 400 000 soldats d'une armée moderne. Lorsqu'ils ont filmé le départ de ces soldats en opération, Jean Lartégui et Pierre Schendorfer ne se doutaient pas que l'un de ces hommes, le dernier à droite, celui qui pousse son camarade, serait le héros de leur reportage. Ce soldat, ce soir, est dans le studio de 5 colonnes à la une. Pendant que vous allez vivre son histoire, lui va la revivre. Écoutez-le. C'est toute une histoire. Nous étions engagés dans l'opération Jumelle et nous étions réservés déportés. Une alerte a été déclenchée. Nous avons été déportés 10 minutes après.
sur un piton, environ à 7 km du PC Artois. Est-ce que tu as une idée de ce que tu fais ici? Tu as été blessé, tu as souffert, tu as marché. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu penses que tu fais ici? C'est une question assez difficile. Je fais ici, en principe, je fais mon devoir, quoi. Qui sont ces hommes, Pierre Schendorfer? Ce sont les hommes du commando Georges, des musulmans. Les 150 hommes de ce commando sont presque tous d'anciens fellagas qui se sont ralliés. Ils connaissent donc parfaitement les habitudes des rebelles, et le jour où je les ai accompagnés, je les ai vus découvrir ce qu'on appelle là-bas une cache, c'est-à-dire un trou assez profond dans lequel les fellagas cachent des armes ou de la nourriture. Dans celle-ci, il y avait du blé. Le jour, ces hommes font ce que font les soldats des autres commandos, mais la nuit, que font-ils? La nuit, ils reprennent leurs anciennes tenues de fellagas et ils partent chercher des renseignements. Vous avez pu participer à l'un de ces raids nocturnes? Oui, j'étais même le seul de tous à ne pas être un ancien rebelle. C'est avec ces hommes que nous voyons en ce moment que vous êtes partis? Oui, vous voyez, ils sont encore en djellaba. Mais ces images datent du matin qui a suivi ce raid nocturne. Comment s'est passé ce raid? Une nuit, habillés en fellaga, nous avons sauté à une trentaine d'un camion en marche qui a continué sa route pour ne pas éveiller l'attention. Et nous nous sommes enfoncés dans le djebel. Après plusieurs heures de marche, les 7 ou 8 hommes que j'accompagnais se sont dirigés vers des mechtas, c'est-à-dire des petites maisons. Ils frappaient aux portes d'une certaine manière. Parfois les portes restaient fermées, parfois on leur ouvrait, et ils discutaient alors avec les habitants. Bien entendu, tout ce que j'ai vu, je n'ai pas pu le filmer. D'abord parce qu'il faisait nuit, ensuite parce que même au petit jour, je ne pouvais montrer ni mon visage, ni ma caméra sans dévoiler le stratagème. La première image que j'ai prise, vers 6 heures du matin, a révélé qui nous étions. Voilà cette image. Cet homme, de dos, croyait parler à un fellaga. Quand il a entendu ma caméra tourner, il s'est arrêté de parler. Quelle est l'histoire de ces hommes? L'un d'entre eux nous a dit pourquoi il avait rallié l'armée française. Mais pour que nous comprenions mieux, il a d'abord expliqué pourquoi il s'était engagé auparavant chez les fellagas. J'ai été chez les Pélouse, Oui. c'est parce que j'ai été chômeur. Ensuite, il y avait de l'injustice. Ouais. Il y avait de l'injustice. Ouais. On prenait un type dans le tas, Ouais. ramassé, des musulmans qui étaient ramassés, Ouais. et il passait à la jugeote sans que celui-ci n'ait rien fait. Rien fait, d'accord, oui. C'était la misère. Donc c'est pour ça que tu es parti au Maki. C'est exactement Bon, ça. est-ce que tu es parti au Maki comme ça ou tu étais heureux de partir au Maki? J'étais heureux de partir. Et quelle est la raison qui t'a fait revenir ici au commando? Parce que il y avait plus d'injustice au Maki. Il y avait plus de misère au Maki. Et c'était nous-mêmes la misère. C'était nous-mêmes la misère de l'Algérie. Tigre Khalifa, le gars de la Katiba 3. Katiba 3 a pris la veille au soir sur le champ de bataille, le lendemain matin, on lui change l'arme, on change la tenue en avant. Qui est cet officier qui interroge les ralliés? C'est le lieutenant Georges. C'est lui qui a donné son nom au commando. Il a confiance en eux. Ici au commando, quoi. Ils sont arrivés ici, ben, il a fallu que je donne des armes, et j'ai pas donné n'importe quelle arme, j'ai donné les meilleures armes de l'armée française, les meilleurs postes radio de l'armée française. C'est le colonel Bijard que nous voyons maintenant, mais je voudrais, Pierre Schendorfer, vous poser une question au sujet du lieutenant Georges que nous venons d'entendre. C'est lui qui commande ce commando. Le jour, pas la nuit. La nuit, le commandement appartient à d'anciens fellagas, un aspirant et 4 adjudants. C'est le colonel Bijard qui est le créateur de ce commando de fellagas ralliés? Oui, ce commando est le résultat des années d'expérience de la guerre d'Indochine, qui lui ont permis de formuler les règles de ce qu'on appelle maintenant la guerre révolutionnaire. Et que pense de tout cela le colonel Bijard? Eh bien, nous le lui avons demandé pour conclure notre reportage. Nous faisons une guerre pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux. Nous défendons la liberté, au même titre que, à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés qui nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer. Alors vous avez l'impression maintenant, après cette longue marche que vous avez faite comme aucune bête n'aurait pu faire, que vous débouchez maintenant sur quelque chose, sur une forme d'espérance et peut-être sur une solution en Algérie. Ben oui, nous le souhaitons ardemment. Maintenant nous sommes commandés, nous faisons confiance à un patron qui est à la tête du pays,
Et nous sommes persuadés, nous savons qu'il sera et qu'il est dans le vrai. Mais vous sentez que vous tenez le bon bout maintenant? Je l'espère, autrement je ne serais pas là. Oui, mais vous avez cette conviction profonde maintenant que ça y est? Cette conviction profonde qu'on se bat pour eux, avec eux, et quand on aura tout mis au point, eh ben ils choisiront, ils feront ce qu'ils voudront, on ne peut pas mieux leur dire.